Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Bonjour à tous. Hier, je vous ai raconté l'histoire de Vincent Lambert à travers le récit qu'en fait sa femme Rachel. Alors qu'hier matin, les médecins de l'hôpital de Reims avaient décidé, conformément au souhait de Rachel, d'interrompre la nutrition de Vincent et son hydratation pour le laisser aller vers la mort. 11 ans après l'accident de voiture qu'il avait laissé dans un état végétatif. Récit que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr, YouTube, Deezer, Spotify et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Il ne vous a pas échappé que depuis hier, nous avons été rattrapés par l'actualité. Hier soir, la justice a ordonné aux médecins de suspendre le processus de fin de vie et de relancer la nutrition et l'hydratation, donnant en cela raison à la mère de Vincent Lambert, Viviane, qui s'oppose depuis le début à son euthanasie. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous raconter l'histoire de Vincent à travers le regard de sa mère, en m'appuyant sur le livre qu'elle a publié chez Plomb, Pour la vie de mon fils. Vous allez voir, c'est un exercice très intéressant et très troublant que de passer d'un récit à l'autre. Pour le débrief aujourd'hui, évidemment, j'aurais souhaité que Viviane Lambert soit là. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. J'espère que ça sera possible plus tard et nous réenregistrerons une émission avec elle. Et j'ai donc fait appel à quelqu'un qui la soutient. Il est là, en face de moi. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Christophe Ondelatte. Vous êtes le délégué général d'une association qui s'appelle Alliance Vita, qui milite contre l'avortement et contre l'euthanasie. Je vous propose donc d'écouter l'histoire de Vincent Lambert à travers le regard de sa mère, et on se reparle après. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras. 14h, 15h. Ondelatte raconte sur Europe 1. Je me souviens du jour où on a appris que Vincent avait eu un grave accident. C'était le 29 septembre 2008. J'étais fatigué. J'avais passé l'été à fournir le gîte et le couvert à tout le monde, les enfants, les petits-enfants. C'est notre bonheur. Mais j'étais fatigué et j'ai dit à Pierre, mon mari, on va n'importe où. On a choisi le Pays Basque. On est sur la route et vers 6h de l'après-midi, c'est Marie, l'une de mes filles. Maman, Vincent a eu un grave accident de voiture. Il est entre la vie et la mort, maman. Oh mon Dieu! On arrive, ma chérie, on fait demi-tour. Non, restez où vous êtes, il est beaucoup trop tard, ne prenez pas la route ce soir. Vous viendrez à Reims demain. D'accord, je vous tiendrai au courant. Affreuse nuit, angoissante. On se retrouve si loin, 700 kilomètres. On nous a dit qu'il était dans un état critique. Pourvu qu'il ne nous mente pas. Pourvu qu'il ne soit pas mort. Le lendemain, je prends le volant, ensuite le train, et quand on arrive à l'hôpital de Châlons, Vincent est toujours en réanimation. Il est dans le coma, trachéotomisé, relié à des machines par des fils. C'est mon fils. Je l'ai porté. Je l'ai nourri. Jamais le lien ne m'a paru aussi fort. Il faut qu'il vive. Pour lui, pour Rachel, sa femme, pour sa petite fille qui n'a même pas 3 mois. À cette époque-là, il y a encore une complicité avec Rachel. Elle nous accueille pendant 1 mois. On s'occupe de la petite quand elle va voir Vincent, elle y va souvent. Et quand la petite dort, j'y vais avec elle. On s'occupe de Vincent. On le masse, toutes les deux. Pour que Vincent ne souffre pas, il a été plongé dans un coma artificiel. Et on l'en sort petit à petit. Ça y est, il a quitté la réa. Il est en neurologie. Et assez vite, j'ai la certitude qu'il m'entend. Et même qu'il me voit. Nous y croyons, il va s'en sortir. Pierre pense qu'il faut qu'il obtienne des soins pour qu'il retrouve du tonus. Il y a peu d'établissements capables de prendre en charge un homme dans sa situation. Il y a Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.
Pierre écrit au député, il frappe à toutes les portes et il obtient une place pour un séjour de rééducation stimulatrice de 3 mois. J'y vais, avec Rachel, sa femme, et leur petite qui a maintenant 1 an. On les aide à s'installer dans un petit appartement. Depuis l'accident, notre complicité s'est renforcée. En revanche, j'y retourne plusieurs fois avec les frères et sœurs de Vincent. Et là, je remarque qu'elle maintient une certaine distance avec eux. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ? Au bout de 3 mois à Berck-sur-Mer, Vincent a fait des progrès, mais pas assez pour rester. Je crois qu'il faut continuer de le stimuler. Et là, il pourra revenir, plus tard, si vous le souhaitez. Où aller maintenant ? C'est encore Pierre qui se bat pour qu'il puisse être hospitalisé à Reims. On nous a dit que le CHU Sébastopol vient d'ouvrir un service spécialisé. On leur fait confiance. Évidemment, la décision du transfert à Reims a été prise avec Rachel. Elle nous inquiète d'ailleurs, Rachel. Elle habite entre Châlons et Reims, et elle est tous les jours sur la route avec son bébé pour venir voir Vincent. Tous les jours. Il faut qu'elle prenne un appartement à Reims. On s'est mis d'accord. Je cherche, et elle visite. Avec une exigence que je trouve plutôt bien. Je veux absolument un grand ascenseur, pour que Vincent puisse rentrer à la maison à l'occasion. Un grand ascenseur pour un fauteuil. Tous ces projets sont orientés vers Vincent. J'apprendrai plus tard qu'à l'arrivée à Reims, les médecins lui ont posé une question. « Madame Lambert, s'il devait arriver des complications, souhaitez-vous qu'on ranime votre mari ?» Elle a dit non. Et elle ne nous l'a pas dit. Elle ne nous dit pas tout. On est en 2011, 2 ans et demi après l'accident de Vincent. Et Pierre, mon mari, voudrait un diagnostic plus précis sur son état. Il a entendu parler du Coma Science Group, à Liège, en Belgique. Une équipe de pointe dans la recherche sur les lésions cérébrales. 1 semaine d'examen. Rachel accompagne Vincent. Et nous les rejoignons le dernier jour pour le verdict. Un rendez-vous avec le professeur Lorraise. Une sommité. Première chose. Les lésions cérébrales qu'a subies Monsieur Lambert sont irréversibles. Je me doute que c'est difficile à entendre, mais c'est le cas. Mon diagnostic est qu'il est dans un état de conscience que nous appellerons minimal plus. C'est un état conscient, mais il peut être fluctuant. Un état qu'on appelle aussi pauci-relationnel. Il est capable de ressentir et de percevoir le monde qui l'entoure. Dans ces conditions, je sais qu'en France, vous ne pratiquez pas l'euthanasie. Néanmoins, sachez que, si vous le souhaitez, ici en Belgique, nous pouvons vous aider. Ça me paraît totalement incohérent. Enfin, j'ai lu des articles de ce professeur dans des revues scientifiques. Il écrit lui-même que les diagnostics d'état végétatif sont à formuler avec prudence, qu'il y aurait 40% de faux diagnostics. Il l'écrit. Et là, il nous propose d'euthanasier notre fils. Et là, Rachel prend la parole. On fera ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas. Nous n'en avons jamais parlé avec elle. Jamais. Mais Vincent vit. Et même il évolue. Récemment encore, un peu avant Noël, on a vu son drap remuer. On a regardé. Il soulevait sa jambe droite. Il ne la remuait pas, il l'a soulevée. On l'a signalé. On a insisté pour que ça soit écrit dans son dossier médical. L'infirmière nous a dit « Oh, vous savez, c'était peut-être rien qu'un réflexe, hein. Rien qu'un réflexe. » En tout cas, moi, j'ai remarqué que dans les 15 jours qui ont suivi, il dormait tout le temps. Je me demande si on ne l'a pas endormi volontairement. Trois ans après son accident, Vincent est de retour à Reims. Mais pas dans le centre des Capucins où il était avant, et où au moins on le sortait dans le parc sur son fauteuil. Non, il se retrouve dans une unité de soins palliatifs sans aucun
programme de stimulation. Juste un peu de kiné. Toujours dans son lit. Jamais mis en fauteuil. Je le dis à Rachel. Ah mais c'est plus possible de le mettre en fauteuil. Il se laisse tomber. Il lui faudrait un fauteuil avec un moulage personnalisé, c'est tout. Il paraît qu'à ce moment-là, il a fait aussi des séances d'orthophonie. 87. Et que ces séances n'aboutissent pas à l'établissement d'une communication. Il paraît, parce qu'en vérité, on ne nous en parle pas. Quoi qu'il en soit, milieu 2012, ces séances s'arrêtent. Et en octobre 2012, la kiné s'arrête aussi. À partir de ce moment-là, on ne fait plus que le nourrir et l'hydrater. J'ai eu l'idée d'emmener Vincent en vacances, chez nous à Mollans, dans le sud. Le docteur Carigère, qui dirige le service, est d'accord et même enthousiaste. Ah, moi, je ne m'y opposerai pas, madame. Vous savez, Vincent n'est pas un patient compliqué. Ne prenez pas d'ambulance, une voiture confortable suffit. Il faudra juste quelqu'un à côté de lui pour le rassurer et surveiller son hydratation. Le même docteur Carigère, à peu près à cette époque-là, entre dans la chambre de Vincent et dit à Rachel: « Vous voyez, madame Lambert, il vaut mieux que votre fille ait un papa comme ça que pas de papa du tout. » À cette époque-là, il est encore à notre écoute. En tout cas, j'annonce à Rachel ses vacances familiales comme avant. Elle viendra avec sa fille. Je souris, je suis heureuse, mais pas elle. Son visage n'exprime rien. Je suis très blessé. De toute façon, ces vacances n'auront jamais lieu. Mon mari fait un accident cardiaque, triple pontage. Si j'avais habité à Reims, je l'aurais pris à la maison de temps en temps le week-end. Je suis étonné que Rachel ne le fasse pas. Il est toujours dans sa chambre, toujours au même endroit, avec le plafond pour seul horizon. Pendant toute cette période, je m'occupe de mon mari, évidemment. Mais j'appelle souvent Rachel. Elle me dit: « Ne vous inquiétez pas, Vincent va très bien, je m'en occupe. » Eh bien, pile à ce moment-là, le processus de fin de vie s'organise. Dans notre dos. Rachel a deux visages. Le 4 avril 2013, mon mari est en convalescence. Je monte à Reims, en train, seul. Le docteur Carigère m'appelle. « Madame Lambert, il faut absolument que je vous voie. Tous les deux, vous et votre mari. » « Ah mais mon mari ne sera pas avec moi. Mais moi je serai là. » Le lendemain, le docteur m'attend avec 2 médecins qui s'occupent de Vincent. « Madame Lambert, je sais que c'est difficile. Mais votre fils est dans un état végétatif et irréversible. Je crois que vous devez faire un cheminement avec son épouse, en accord avec elle, pour ne pas la culpabiliser dans sa décision de laisser partir Vincent. » J'éclate en sanglots. J'ai voulu en parler avec Rachel. Elle a refusé. À partir de ce moment-là, on ne s'est jamais plus parlé. Moi, je pensais qu'on avait le temps. 5 jours plus tard, vous entendez? 5 jours plus tard, ils arrêtent de le nourrir, sans nous le dire. C'était ça le cheminement, une mascarade. Tout était programmé, tout était prêt. C'est notre fils aîné Guy Noël qui nous prévient. En rendant visite à son frère, il remarque qu'il n'a plus de poche d'alimentation. « Maman, il faut que vous veniez tout de suite. C'est urgent. » On roule toute la nuit, pourvu qu'il soit encore vivant quand on arrive. On arrive à 10h30 du matin. On le retrouve endormi, maigre, changé. Et puis il se réveille, il ouvre les yeux, il tourne la tête vers nous. Et il se met à pleurer. Il s'agite. Est-ce qu'il exprime une souffrance? Son soulagement qu'on soit là? Merci d'être arrivé à temps.
Je le prends dans mes bras et je lui dis « On va aller voir les médecins, mon chéri. On va faire tout ce que nous pouvons. » Et là, je craque. Je sors dans le couloir pour qu'il ne me voie pas comme ça. Une aide-soignante me dit gentiment « Vous allez voir, tout va bien se passer. » Mais Vincent va mourir. Et personne ne nous a rien dit. On nous a trahis. Un jour, paraît-il, avant l'accident, Vincent aurait dit à Rachel qu'il ne voulait pas qu'on s'acharne. Mais elle, depuis 5 ans, elle ne nous a jamais rien dit. Jamais. Vincent n'est pas en fin de vie. Il est fragile et dépendant. Il a été confié aux bien-portants pour qu'ils prennent soin de lui, pas pour qu'ils le maltraitent. Je le dis aux médecins. Rendez-nous notre fils. Je suis sa mère. Pourquoi est-ce que je l'emmènerai pas chez moi? Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas non plus, madame. Je suis sa maman. Et comme toutes les mamans, je n'ai qu'un seul souci. Qu'il ait ce dont il a besoin. À boire, à manger, de la chaleur et de l'amour. Ça n'est pas une question de foi. On a dit que si je voulais défendre la vie de Vincent, c'était par idéologie, parce que nous étions des catholiques intégristes, des talibans, des djihadistes. N'importe quelle maman, de n'importe quelle culture, ferait comme moi. Rachel nous a parlé des obsèques de Vincent. Elle a commandé une place. On nous met en relation avec un jeune avocat, Jérôme Triomphe. Il saisit le procureur de la République. Il prépare un référé liberté devant le tribunal. L'audience dure 2 heures. C'est la première fois que j'assiste à un procès. Je me retrouve dans la peau d'un condamné à mort. La décision tombe à 17 heures. On a gagné! Vincent va vivre! Le juge estime que le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale. Vincent est rebranché le soir même. On lui pose une perfusion de glucose et il est à nouveau alimenté par une sonde gastrique. Je n'ai toujours pas compris comment il a pu survivre. 31 jours sans manger et quasiment sans être hydraté. C'est dire sa résistance. C'est dire sa bonne santé. C'est dire surtout son goût de vivre. Nous allons le voir tout de suite. Pour moi, c'est évident. Il est heureux. Ça se voit dans son regard. En sortant de sa chambre, on tombe nez à nez avec le docteur Carigère. Furieux. Je vous le dis, hein. De toute façon, je recommencerai. Et là, nous voyons arriver Rachel avec notre fille Marie qui la soutient. Et Rachel pleure, comme si on venait de lui apprendre le décès de son mari. La communication est devenue impossible. Le docteur Carigère est arrivé à détruire notre famille. Il a reçu nos enfants un par un. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit, mais il a réussi à les convaincre qu'il fallait en finir. Tous, sauf David et Anne, eux nous sont restés fidèles. Jusque-là, on avait été une famille unie et heureuse. Maintenant, tout est détruit. Tout est jeté en pâture au public. Et pourtant, la famille, c'était la seule chose importante pour moi. Il va falloir tout reconstruire. Mais comment? Moi, je n'y arriverai qu'avec nos enfants. Avec tous nos enfants. On présente toujours Vincent comme un légume. Il y en a même qui disent qu'il est dans le coma. Les gens ont fini par croire qu'il avait des tubes partout, qu'il était relié à des tas de machines. Mais quand je leur explique la situation, que je leur montre des photos, des vidéos, ils n'en reviennent pas. Ils ont été complètement désinformés. Le docteur Carigère avec Rachel se sont fait filmer à côté de Vincent. Il ne montre pas qu'il a les yeux ouverts. Il ne s'attarde que sur ses mains recroquevillées. Mais moi, quand il me regarde, il y a un ressenti. Je ne peux pas dire ce qu'il pense, bien sûr, mais des choses passent entre nous. J'ai même l'impression qu'il entend, davantage qu'on ne le dit.
Et moi je sais qu'il ne souffre pas dès lors qu'on le soigne comme il faut. Il n'a aucune vie sociale. S'il était dans un fauteuil adapté, il pourrait sortir. Au départ, il y avait au moins le kiné. Maintenant, sur le plan physique, il ne fait que régresser. Le docteur Carigère a tenu parole. Il l'avait dit, je recommencerai. Il met sur pied une nouvelle procédure collégiale. La première fois, il avait piétiné nos droits en organisant la fin de vie de Vincent dans notre dos. Et là, il a décidé de tout faire dans les règles. Il organise 2 conseils de famille. Ça servira juste à prétendre que nous avons été entendus. Mais moi, je n'ai pas eu une seconde l'impression d'avoir été écouté. Le choix était fait. Vincent devait mourir. Leur seul objectif était de nous faire dire oui. À un moment, je me lève, j'annonce que je m'en vais. Il se lève à son tour et me barre le chemin. Vous n'en avez pas le droit, madame. Il a dit que j'avais fait du théâtre. De toute façon, il nous a dit qu'il décidera tout seul. La seule assurance que nous ayons, c'est qu'il nous préviendra. Je vous appellerai. Il s'écoulera entre 24 et 48 heures entre le moment de la décision et l'arrêt de l'alimentation. La dernière fois, il lui avait laissé un peu d'hydratation, 200 millilitres par jour. Ça lui a permis de tenir 31 jours. Mais cette fois, il n'y aura plus du tout d'hydratation. Et ils lui donneront une sédation profonde pour qu'il n'ait conscience de rien, pour qu'il ne souffre pas. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que Vincent a des sensations, de douleur, de souffrance, de soif. Mais le 16 janvier 2014, le tribunal nous donne à nouveau raison. C'est la 3e fois. 3e victoire. Mais peu de temps après, j'apprends que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a appelé Rachel pour l'encourager à faire un recours devant le Conseil d'État. Eh bien, va pour le Conseil d'État. Je me battrai jusqu'au bout. L'audience devant le Conseil d'État a lieu le 6 février 2014. Oh, la salle du contentieux est impressionnante, rouge et or, avec de grands tableaux. Une fois que les avocats ont plaidé, le président se retourne vers Rachel et il l'invite à parler. Elle se lève tout en noir, couleur de deuil, et elle m'accuse. Elle m'accuse de l'avoir fait suivre par un détective privé pour savoir s'il y avait un nouvel homme dans sa vie. C'est vrai que j'ai payé un détective privé, mais c'était pour savoir où était ma petite fille. Rachel a déménagé du jour au lendemain. Je voulais juste savoir si elle allait bien, si elle allait à l'école, c'est tout. Et puis mon avocat se penche vers moi. Viviane, maintenant c'est à vous de parler. Il va falloir que vous parliez avec votre cœur de mère. Je suis désemparé. Je n'ai rien préparé. Mais je me dis en moi-même, puisque tu dis la vérité, n'aie pas peur. Je ne vois plus personne. Je parle pour sauver mon fils. Je voudrais rappeler ici que la première fois qu'ils ont interrompu les soins, personne ne nous a avertis. J'ai découvert par hasard que mon fils ne recevait plus aucune nourriture depuis 2 semaines et très peu d'eau. Vous vous rendez compte? Vincent serait parti sans que nous ayons pu le voir. On m'a dit qu'à ce moment-là, un silence épais a envahi la salle. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Le président vient d'annoncer qu'il y aura une autre audience dans 1 semaine, collégiale. Il va falloir tout recommencer. Finalement, le Conseil d'État réclame une nouvelle expertise. Elle est confiée à 3 médecins. Ils ont 2 mois pour examiner Vincent. Et bien sûr, le jour où les médecins viennent voir Vincent à Reims, lui qui la veille était très bien éveillé, ce jour-là, il est endormi. On lui a donné quelque chose. J'en suis sûr. D'ailleurs, je le dis aux experts. C'est incroyable, il n'est pas dans son état habituel. Vous êtes en train de dire, madame, que vous pensez qu'il a été mis sous sédatif? Oui.
Il n'est jamais dans cet état. D'habitude, le moindre bruit l'éveille. Là, il est complètement absent. Dans leur rapport d'expertise, ils concluent à une légère régression. Ils le situent dans un état végétatif. Un légume, un coup de poignard. Mais ça fait plus de 20 mois qu'il n'a plus de kiné. Ça fait plus de 20 mois qu'on ne le sort plus de son lit. On lui a infligé 1 mois de jeûne forcé. C'est normal. Et puis il faut passer du temps avec lui. Il faut l'observer. Il faut le connaître. Le Conseil d'État rend sa décision le 24 juin. La décision du médecin de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielle de M. Vincent Lambert ne peut en conséquence être tenue pour illégale. Mon avocat se penche vers moi. C'est fichu, Viviane. C'est terminé. Je viens d'assister à une condamnation à mort. Il n'y a plus d'appel possible. À partir de maintenant, le docteur Carigère peut passer à l'acte quand il veut. Tout s'écroule. Voilà, ça n'était pas complètement la fin de l'histoire, puisqu'il y a eu ensuite un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, décision de la Cour européenne des droits de l'homme autorisant la France à poursuivre le processus de fin de vie, qui a donc été amorcé hier matin et interrompu hier soir à la suite d'une décision de la Cour d'appel de Paris pour au moins 6 mois. À l'issue desquels on connaîtra la position définitive de la justice sur ce sujet. J'ai choisi de débriefer cette histoire, malheureusement pas avec Viviane Lambert. J'espère que nous le ferons ensemble avec elle un jour, puisque j'ai tenu à respecter totalement l'orientation de son livre, son discours, ses propos, sans les juger. Son livre qui est paru chez Plon, je le rappelle, Pour la vie de mon fils. Je vais donc le faire dans un instant avec Tugdual Derville, de l'Alliance Vita, qui est une association qui milite pour le respect de la vie, comme c'est écrit sur son site internet, et qui va donc porter la parole des parents de Vincent Lambert. Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr. Vous écoutez Ondelat raconte jusqu'à 15h sur Europe 1 aujourd'hui. Christophe Ondelat, vous nous avez raconté une affaire qui fait la une de l'actualité. Oui, je vous ai proposé aujourd'hui le deuxième volet de 2 émissions consacrées à Vincent Lambert, qui se trouve donc dans un état végétatif depuis 11 ans, dont le processus de fin de vie avait été engagé hier matin par les médecins, lequel a été suspendu hier soir par décision de justice. Hier, je vous ai raconté cette histoire vue par sa femme Rachel, qui demande l'euthanasie. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs en podcast, entre autres sur europe1.fr. Et aujourd'hui, la même histoire racontée par sa mère Viviane, qui s'oppose à l'euthanasie, histoire que j'ai bâtie à partir de son livre paru chez Plon, Pour la vie de mon fils. Et pour le débrief, j'ai invité Tugdual Derville de l'Alliance Vita, qui est une association catholique qui milite pour le respect de la vie, combat entre autres l'avortement et l'euthanasie. Alors, Tugdual Derville, je d'abord qu'on parle finalement du fond. On est d'accord, l'humanité se caractérise par la conscience. Les médecins disent que Vincent Lambert est dans un état de conscience minimale, et même maintenant, dans un état dit végétatif. C'est-à-dire, au fond, qu'il ne pense pas. Dès lors, pourquoi vouloir maintenir coûte que coûte en vie un humain qui n'est pas complet puisqu'il ne pense pas ? Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec votre définition de l'être humain. Il y a un mystère derrière nos existences, et spécifiquement derrière l'existence de ces personnes gravement cérébro-lésées, qui sont, et on l'a vu avec la façon dont vous avez relaté cette histoire en deux regards croisés, en respectant, je crois, tout l'amour que ces personnes portent pour Vincent Lambert, eh bien, on s'aperçoit qu'il a basculé dans des états différents, post-relationnels, c'est-à-dire avec une capacité d'expression, mais sans
sans qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, ou neurovégétatif, où il ne peut pas s'exprimer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une conscience d'exister, qu'il ne se passe pas des choses. Et donc, les médecins sont incapables de dire ce qu'il ressent, simplement, il n'a pas la capacité de s'exprimer. Et ça dessine une personne très fragile. Il est très gravement handicapé, très gravement dépendant. Et donc l'enjeu, c'est de dire, ces personnes très gravement dépendantes comme lui et comme quelques 1700 autres personnes qui sont normalement en France soignées dans des établissements spécialisés, EVC-EPR, c'est-à-dire pour état végétatif chronique, état post-relationnel. Et j'étais encore à Reims dimanche avec des praticiens, des médecins qui disent « Mais on a une place pour Vincent dans cet établissement spécialisé. » Alors que les lits, Vincent est resté dans le même lit, il est passé d'un statut de lit EVC-EPR, mais qui est fictif en fait, avec les mêmes types de soignants. Depuis 6 ans, il n'a plus les soins de kiné, vous l'avez dit, il n'a plus d'orthophonie, il n'a plus de mise au fauteuil, plus de sortie, il est enfermé à clé. Et donc, il ne faut pas s'étonner, et sa mère le dit, qu'il ait pu régresser. Mais quant à savoir ce qu'il pense, personne ne peut le dire. Absolument personne. La mère dit, il m'entend, il me voit. Les médecins disent, ça n'est pas possible. Moi, j'ai tendance à croire les scientifiques. Ils disent qu'à l'électroencéphalogramme, on perçoit qu'il n'entend pas, qu'il ne perçoit pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Alors, j'ai entendu encore hier des personnes qui affirmaient qu'ils n'avaient pas d'activité cérébrale. C'est archi faux. J'ai encore eu ce matin le professeur Xavier Ducrot, neurologue, qui a examiné Vincent. Il dit on ne peut pas prétendre qu'il n'a pas d'activité cérébrale. Et donc, il y a aussi une chose que vous savez sans doute, c'est qu'en sortie de coma, très fréquemment, la personne qui est la plus à même de percevoir des choses, c'est la mère. Vous vous souvenez de l'affaire Vincent Imbert, c'était Marie Imbert qui avait perçu des choses que les soignants ne percevaient pas. Alors d'un côté, bien sûr, vive la médecine et vive la science, il faut objectiver les choses, mais d'un autre côté, lorsque ce sont des étrangers, entre guillemets, qui examinent une personne, eh bien, il ne réagit pas forcément comme il réagit avec sa mère. La sortie de coma ressemble à un enfantement. On retrouve des sensations de fusion, et d'ailleurs c'est tout l'enjeu, vous avez bien décrit, de présence d'une épouse, présence de la mère. Dans ces cas-là, la personne est comme un petit enfant qui retrouve des sensations jusqu'à un certain stade, un peu comme un petit bébé, avec des relations très particulières, et on le sait bien, les parents perçoivent, les mères en particulier, du fait de toute leur histoire personnelle et charnelle avec leur enfant, perçoivent des choses. Et ça, on ne peut pas interdire à Madame Lambert de percevoir des choses, et ça a été montré à certains moments, parce qu'il a fallu le prouver en montrant son visage, et il n'a rien de l'image que beaucoup de Français s'en faisaient. Qu'il imaginait bardé de tuyaux avec des machines. Il n'y a pas de machine, il y a juste une gastrostomie. Quand il est malade... C'est-à-dire un tout petit tuyau qui rentre dans l'estomac. C'est ça, exactement. C'est juste ce qu'il a. Et donc, il respire spontanément, il a un corps qui fonctionne. Et ce qui s'est passé hier et qui a été interrompu ce matin, c'est quoi ? Mais c'est au fond d'arrêter cette alimentation et désormais cette hydratation. Pourquoi ? Pour détraquer son corps, pour détraquer ses reins, pour aboutir à un arrêt cardiaque, avec aussi éventuellement, si on sédate d'une manière exagérée, des lésions cérébrales. Et donc, il n'était pas en fin de vie, il était lourdement dépendant, on l'a mis en fin de vie. C'est quand même pas ça le rôle des soins palliatifs, n'est-ce pas ? Et puis après, heureusement, aujourd'hui, on a recommencé à hydrater et à alimenter Vincent Lambert. La loi Leonetti, qui organise la fin de vie dans notre pays, est basée notamment sur le consentement de l'intéressé. Et donc on s'est tourné vers Rachel Lambert, et elle affirme qu'elle a eu une conversation sur l'acharnement thérapeutique avec son mari, et que son mari lui a dit « Tu ne t'acharnes pas, tu demandes qu'on arrête le traitement ». Sa mère dit, je viens de le raconter, « Il ne m'en a jamais parlé, et Rachel ne m'en a jamais parlé non plus ». Mais ça ne veut pas dire que le consentement de Vincent Lambert n'a pas existé. Alors là, vous posez une bonne question, mais je dirais, nous sommes tous, normalement, en France, d'accord pour dire non à l'acharnement thérapeutique. Mais l'acharnement thérapeutique, bien sûr, c'est illégal. Nous nous battons dans les directives anticipées qu'on a publiées pour aider les personnes à les réaliser. On dit clairement ni acharnement thérapeutique, ou plus précisément soins disproportionnés, inutiles, ni euthanasie, mais soins palliatifs et accompagnement de la grande dépendance. Et donc ce chemin-là, eh bien, il est consensuel. Il a peut-être des choses plus précises, je ne sais pas, mais en tout cas, la plupart des personnes disent je ne veux pas être bardé de tuyaux, etc. Mais la réalité, c'est qu'il ne l'est pas bardé de tuyaux. Et par ailleurs, alors c'est aussi une autre réalité qu'il faut bien entendre, nous ne voulons pas, aucun d'entre nous n'a envie d'être dans l'état de Vincent Lambert, nous ne le souhaitons pas. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes lourdement handicapées, j'ai découvert avec stupeur
et aussi avec joie, je dirais, que bien des personnes porteuses de lourds handicaps ont trouvé des raisons de vivre dans les situations apparemment absurdes dans lesquelles elles vivent. Autrement dit, entre ce que je ressens aujourd'hui en bonne santé et ce que je ressentirais en mauvaise santé, il n'est pas certain que je sois capable de tout dire. Voilà pourquoi les directives anticipées, qui peuvent être écrites, méritent d'être révisées régulièrement dans une relation de confiance avec le soignant, avec ses proches, avec la personne de confiance, pour ne pas être pris au mot de choses qu'on aurait dit avant. Il y a bien des personnes qui en ont témoigné. Angèle Diéby, par exemple, une larme m'a sauvé. Vous avez peut-être déjà. J'ai raconté son histoire ici. Oui, cette histoire. Donc, tout le monde pensait qu'elle ne ressentait rien, qu'elle n'entendait rien. Elle ressentait et elle entendait. Et elle était heureuse qu'on ne prenne pas au mot des choses qu'elle aurait pu dire auparavant. Et donc, il y a cette difficulté d'interprétation de choses qui n'ont pas été écrites. Et aussi, bien sûr, d'interprétation de la situation actuelle de Vincent. Vincent Lambert aurait écrit avant son accident qu'il souhaitait dans le cas où il se trouverait dans un état végétatif, on ne s'acharne pas et on le laisse mourir. Vous auriez été favorable à ce qu'on respecte ça ? Nous sommes très favorables, je suis à titre personnel aussi, à ce qu'on respecte les personnes qui refusent un traitement. La question c'est, refuser un traitement, il faut être précis. Ça veut dire quel type de traitement ? Est-ce que, par exemple, si nous sommes accidentés, si je suis accidenté, j'espère pas, est-ce que j'accepte ou pas d'avoir une trachéotomie ? C'est très compliqué de le dire par avance. Donc, ces éléments extrêmement précis qu'on peut remplir, le plus souvent, on arrive à les remplir en situation où la perspective de ce traitement très spécifique advient. Notamment, est-ce qu'il était légitime de poser une gastrostomie, qui est un acte chirurgical très léger, mais quand même un acte chirurgical ? On peut le refuser. Vous connaissez des personnes, on en connaît, qui ont refusé la gastrostomie. Certains refusent la trachéotomie en disant « si j'ai une maladie évolutive qui aboutit à une forme d'étouffement, eh bien je peux dire… » Laissez-moi m'étouffer. Voilà, je peux dire au patient « non, il ne va pas me laisser m'étouffer, je peux dire pas de trachéotomie, mais par contre, vous sédatez de telle sorte que je ne souffre pas, parce que les médecins ne vont pas laisser souffrir une personne. » Autrement dit, c'est un rêve de penser qu'on peut protocoliser par avance toutes les possibilités qu'on aurait de mourir, pour vous comme pour moi. Mais par contre, il faut, au jour le jour, réajuster les choses. Et effectivement, on a parfaitement le droit de refuser. Par exemple, une personne gravement cardiaque peut refuser qu'on lui fasse une intervention pour réparer un cœur qui est déjà trop fatigué. Mais il y a aussi parfois des miracles de la médecine qui, en intervenant sur des situations qu'on croyait désespérées, permettent un retour à la bonne forme de personne. Je signale votre livre Tugdual d'Herville que je n'ai pas encore cité. La bataille de l'euthanasie, enquête sur 7 affaires qui ont bouleversé la France, qui paraît aux éditions Salvator. Au nom de quoi, Tugdual d'Herville, l'opinion des parents devrait primer sur l'opinion de son épouse. On sait que Vincent Lambert, comme d'ailleurs une partie des autres enfants Lambert, était en butte contre l'éducation catholique, un peu dure, un peu raide de leurs parents. Au nom de quoi faudrait-il que la mère prime sur la femme ? C'est une bonne question. Je pense que, et j'y ai beaucoup réfléchi, je pense que la seule façon de s'en sortir par le haut, quand il y a ce conflit, c'est de privilégier celui qui est le protecteur naturel de la personne porteuse de ce lourd handicap, de cette immense dépendance. Ce que d'ailleurs Rachel a été de manière, je pense, héroïque, comme tant et tant de familles et d'épouses pendant longtemps. Oui, elle l'a été. Puis elle s'est découragée, comme beaucoup se découragent. Et là, eh bien, il y a un relais qui est apporté par les parents, après une histoire dont vous connaissez les détails et vous l'avez relatée. Eh bien, à un moment donné, celui qui est là, qui est prêt à accompagner, à aimer, comment pourrait-on accepter qu'on lui arrache la vie de celui qu'elle aime et pour lequel elle demande qu'il soit pris en charge par des établissements spécialisés qui sont prêts à le prendre en charge, je dirais même conformément à la loi, une circulaire de 2002 qui dit que ce genre de patient a besoin d'une mise au fauteuil, de kiné, de sortie, de ne pas être enfermé. Eh bien, sans doute est-ce le protecteur de proximité, qui dans certains cas peuvent être les parents, dans d'autres cas peut-être des amis ou des frères et sœurs, la personne de confiance si elle existe, ou l'épouse. Mais effectivement, quand il y a cette tension aujourd'hui apparemment inconciliable entre deux pôles, eh bien, est-ce que c'est pas le primat de la vie fragile qui doit l'emporter sur celui qui pousse à mettre en situation de fin de vie une personne qui n'est pas en fin de vie ? On voit que le point de basculement de cette histoire, c'est ce moment où les parents ne sont, enfin la mère, puisque ça n'est pas le père, la mère n'est pas prévenue de l'arrêt des soins pendant 21 jours en 2013. Et à partir de là, dit Rachel dans le récit que j'ai fait hier, la mère semble être instrumentalisée par les organisations catholiques traditionnalistes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Parce que de fait, à partir de ce moment-là, on voit un durcissement idéologique chez la mère.
Bien, vous avez aussi entendu, et vous l'avez exprimé, que la façon dont Viviane Lambert est choquée qu'on l'identifie par une étiquette spirituelle qu'elle ne revendique pas pour elle-même. Et elle assume sa foi, mais ne la revendique pas. Et elle affirme aussi qu'elle agit comme toute mère aurait agi. Et j'étais à Reims dimanche, aux côtés d'un médecin spécialisé dans les états EVC-EPR qui n'a pas la foi de Viviane Lambert, mais qui me disait comme elle était choquée du traitement qui était infligé à ses yeux à Vincent Lambert depuis longtemps. Donc moi, je pense qu'il faudrait dépasser cette... je comprends qu'on veuille étiqueter les personnes, mais au fond, on ne le fait pas. Et c'est une manière de les respecter. Et je crois par contre, et vous l'avez aussi très bien dit, et je pense qu'on peut tous s'y reconnaître, si vous avez un enfant lourdement dépendant et hospitalisé, et que vous découvrez que dans votre dos, sans vous prévenir, pendant 21 jours, il n'est plus alimenté, comment restaurer la confiance dans l'établissement ? Comment est-ce qu'on peut imaginer que Madame Lambert soit en confiance avec un lieu qui n'a cessé de revendiquer cet arrêt alors même qu'il a été fait? Le docteur Carriguer a eu le courage de dire qu'il avait eu tort, qu'il avait été maladroit, mais c'est quand même très lourd à porter ensuite pour les parents. On ne peut pas leur demander de faire confiance aux établissements, à un établissement qui leur a fait endurer cela. Merci Tugdual Derville. Je renvoie à votre livre La bataille de l'euthanasie qui paraît aux éditions Salvator. C'est donc la fin de cette expérience que nous avons menée de vous raconter la même histoire à travers deux regards qui s'opposent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à réécouter l'histoire d'hier en podcast, à poser ces deux histoires côte à côte. Peut-être qu'un jour j'oserai vous raconter l'histoire d'Israël et l'histoire de la Palestine en parallèle. Ça vous évitera de prendre des positions antagonistes lorsque parfois la vérité se situe dans l'entre-deux. Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.